vous apprêtez à écouter Connaissez-vous, le balado où l'on discute de handicap visuel. Et voici Martin Chouinard. Bonjour à tous et à toutes. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue à Connaissez-vous, cette émission bien spéciale puisqu'il s'agit de notre dernière émission de 2021. Et je trouve que malgré toutes les embûches qu'on a vécues cette année, je ne parle pas nécessairement de Connaissez-vous, mais en dehors de Connaissez-vous, malgré toutes les embûches, toutes les incertitudes, on a passé à travers. Ah là 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 là. Il y a eu toutes sortes d'émotions, il y a eu toutes sortes de convictions peut-être qui ont été ébranlées avec la COVID, avec l'arrivée du vaccin. Est-ce que oui ou non on se fait vacciner? Comment ça a été perçu par notre entourage et tout, et comment est maintenant perçu notre façon de sortir, de se promener dans les différents lieux publics avec les différents amis, les membres de famille, les personnes de notre travail, enfin bref, vous savez de quoi il s'agit, les associations pour les personnes handicapées visuelles qui ont été grandement ébranlées. Enfin, je ne vais pas relater tout ça. Je pense que tout le monde, à votre façon, vous savez qu'est-ce qui vous a atteint. Vous savez qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit mieux dans la prochaine année. Alors, je vous le souhaite. Je vous souhaite un beau mois de décembre. Je vous souhaite un beau temps des fêtes. Je vous souhaite que ce temps des fêtes vous apporte ce que vous souhaitez, et je dirais même encore plus, parce qu'il y a des choses des fois qui se produisent qu'on ne s'attendait pas. Alors, je vous souhaite plein de ces choses-là. Je vous souhaite de passer du temps avec les gens que vous aimez, les gens que vous n'avez pas l'occasion de rencontrer souvent. Je pense que cette année, on va pouvoir reprendre un peu le temps perdu. Ça donne rien de s'apitoyer sur le Noël 2020. Je pense qu'il faut se concentrer sur Noël 2021. Alors voilà, je vous souhaite, mis à part tous les vœux que l'on se fait, le bonheur, la santé, la prospérité et tout, je vous souhaite du bon temps. Du bon temps pour vous et du bon temps pour les gens qui vous sont chers, vos proches, et de nous revenir, bien sûr, en pleine forme en 2022 avec plein d'autres projets et de la forme, de la bonne humeur. Alors voilà, moi c'est ce que je vous souhaite, et je suis sûr que 2022 sera déjà beaucoup plus propice aux rencontres, aux discussions en personne, à un petit peu reprendre toutes nos habitudes. Nous, nos habitudes, on va les arrêter pour les prochaines semaines, et on sera de retour vendredi le 14 janvier. Oui, on prend 3 semaines d'arrêt, et après ça, on va reprendre avec une autre vingtaine d'entrevues, et je vous dirais que la préparation de ces entrevues va vraiment très bon train, ça va très très bien. Il y a plein de gens que j'ai découverts pour préparer ces entrevues-là, et il reste encore quelques places, mais je vous le dis, ça va vraiment très bien. On va repartir le 14 janvier, et ce jusqu'à la fin du mois de mai. Mais en attendant, il nous reste une entrevue à écouter tous ensemble aujourd'hui. Allez-vous-en pas tout de suite avant d'avoir entendu mon invité qui, lui, je me demande s'il prend le temps d'en prendre souvent des vacances, mais vous allez voir, il va répondre à cette question-là pendant l'entrevue. Cette semaine, on s'entretient avec René Binet.
cette semaine encore, je vous présente quelqu'un que je connais quand même depuis quelques années parce qu'on a eu la chance de siéger sur le conseil d'administration du RAC ensemble, mais on n'a pas eu tant d'occasion de discuter d'autres choses et je considère que c'est aujourd'hui que ça se fait, que c'est une belle occasion. Je vous présente Monsieur René Binet. Tout d'abord, bonjour René. Bonjour Martin. Bonjour et merci d'accepter de prendre du temps pour participer au projet Connaissez-vous. Je me demandais, est-ce que tu serais à l'aise qu'on fasse un petit portrait de toi, qu'on commence peut-être même par le début de ta vie, si tu es d'accord de nous dire peut-être un peu à quelle époque tu es né et à quel endroit? Je suis né à Québec, plus précisément en 1962, ça ne me rajeunit pas. Et oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Je suis né et l'handicap visuel, parce qu'évidemment, on va en parler, ça s'est déclaré assez rapidement, là, peut-être 2-3 jours après ma naissance, là, suite à une poussée de glaucome. Il faut savoir que je suis, entre guillemets, on n'a jamais été capable de le prouver médicalement, mais on en est certain. Ma mère fait partie des mamans qui ont pris de la thalidomide. Oui, on a eu d'autres invités qui nous ont parlé de ça, hein? Oui, c'est ça. C'est dans cette période-là. Là. C'est ça, dans ces années-là, c'était quand même assez répandu. Et est-ce que tu es né d'une famille nombreuse, toi, René? Non, on est seulement 2 enfants. J'ai une sœur qui est plus vieille que moi de 6 années. Là. Et qui n'a pas de handicap visuel non plus. Il n'y a pas de handicap du tout, c'est ça. Okay. C'est vraiment dû à ça. Ma mère a eu des vomissements quasiment pendant 2 mois. Là. OK. Et toi, René, comme enfant, à quel moment tu te souviens peut-être de t'être aperçu que tu avais un handicap visuel? Parce que j'imagine que tu jouais avec les autres dehors puis que tu essayais de faire ta vie de petit garçon? Oui, disons que je te dirais que c'est plus vers à partir du moment où je suis allé dans une école spécialisée. Moi, je suis allé dans une école spécialisée en partant, c'est-à-dire à l'âge de 6 ans. OK. À l'époque, c'était ce qu'on appelait l'école Saint-Vincent, qui a été fondée 3 ans avant ma naissance. Pas avant ma naissance, mais 3 ans avant que j'y aille. OK. Donc, il y avait à Québec, puis il y avait à Montréal, évidemment, il y avait l'Institut Nazareth et Limaine. Mais à Québec, il y avait une école. On avait fondé aussi une école spécialisée. Mes parents s'étaient impliqués d'ailleurs pour faire en sorte que nos parents souhaitaient qu'on reste à Québec. Bref. Alors, c'est un peu là que je m'en suis rendu compte, là, tranquillement, pas vite, mais évidemment, je peux pas dire que c'est quelque chose que je réalisais vraiment là à l'époque. Là. Oui, je savais que je voyais moins tout ça. Mais je veux dire, pas plus que ça. Là. J'avais pas de grosses problématiques à ce niveau-là. Je voyais pas venir des problèmes, bref. Mais tu dis que tu voyais moins, donc tu voyais quand même un peu? Tu voyais... Oui, je voyais un petit peu. J'ai toujours vu un petit... c'est-à-dire que je voyais un peu à l'époque. Par la suite, j'ai eu une grève de cornée à l'âge de 12 ans. Là, j'ai vu un peu plus que ça encore. Et tout ça a diminué là, à l'âge de 23 ans. OK. Mais à mon enfance, je voyais mes couleurs, je voyais quand même des objets, je voyais des choses bouger, tout ça. Là, j'étais capable de me guider sans canne, entre guillemets. Évidemment, étant enfant, tu vas pas bien loin. Je pense que tu te diriges bien, tu te cognes à l'occasion, mais bon, ça passait, là, c'était pas dramatique. Il n'y a pas eu d'accident fâcheux, puis bon. Non, pas du tout. Quand on est enfant, des fois, on est un peu téméraire, hein, forcément. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Je m'en faisais pas plus qu'il faut, je te dirais, à l'époque, là. Avec le handicap visuel. Sauf qu'en arrivant à l'école, toi, tu n'as pas été à d'autres écoles avant que l'école adaptée. Non. Donc, tu es arrivé immédiatement avec d'autres personnes non-voyantes et j'imagine que tu n'avais pas eu vraiment de contact avec d'autres non-voyants avant l'école? Non, pas vraiment. Okay. Et ça s'est passé comment, l'arrivée à l'école pour toi? Ça s'est quand même bien passé. Et ça, moi, j'ai toujours prétendu. Il y en a sûrement d'autres qui l'ont prétendu aussi. Je pense, moi, au niveau scolaire, je pense que j'ai fait le parcours idéal.
C'est-à-dire qu'une école spécialisée en partant, académiquement, on avait sensiblement les mêmes cours, les mêmes cours, le même contenu, mais au niveau social, t'es avec tes égaux. Je veux dire, tu peux jouer au soccer avec des gens, même les demi-voyants, t'es quand même assez compréhensif par rapport au fonctionnellement aveugle comme moi, parce que j'étais quand même fonctionnellement aveugle, même si je voyais. C'est clair que t'es égal à l'autre. Tu peux jouer au soccer avec les autres, tu te sens pas isolé. Sont égales comme toi. C'est ça, on fait toutes les mêmes activités, puis... Ben oui, c'est ça. Aujourd'hui, il y a les enfants qui ont un handicap visuel, malheureusement, sur certains aspects, on le sait, il y a quand même de l'isolement. Là. Quand tu arrives dans le cours de récréation, tu peux pas faire la même affaire que les autres. C'est vrai. Ça, et après ça, absolument. Et donc, on en parlait tout à l'heure. Après ça, on arrive à l'école secondaire. Là, une intégration progressive, c'est-à-dire qu'on est dans une école, entre guillemets, normale, secondaire 1 et 2, et 3, 4, 5, là, on est à peu près approximativement intégré dans tous les cours. OK. Mais je pense que c'est important. En tout cas, moi je prétends qu'évidemment, il y a un contexte qui a fait en sorte que la proportion d'enfants handicapés visuels a baissé, et c'est très heureux. Mais à l'époque, on était assez pour quand même faire une école. Là. OK. Et pour toi, là, tu sais, on s'entend que quand tu as commencé, tu étais enfant, là, comme tous les enfants qui commencent l'école, mais tu dis, on était avec nos semblables, des gens qui avaient les mêmes problématiques que nous, puis à quelque part, ça a une importance? Ça a une importance parce que, je veux dire, l'école, l'académique est important, mais le social est très important aussi. C'est vrai. Je dirais même qu'il est quasi plus important. Je veux dire, c'est bien beau, tu sais, t'as beau être très bon à l'école, d'apprendre à être bon dans toutes tes matières. Mais si tu arrives dans le cours de récréation puis tu es isolé, puis personne veut jouer avec toi ou peut jouer avec toi, ou si tu essayes de jouer, ça fonctionne pas, ça peut créer de sérieux problèmes à court ou à long terme. Effectivement. L'apprentissage des cours pour toi, tu as appris le braille, toi, j'imagine, René? Oui, oui, j'ai commencé en braille. Moi, j'ai appris le braille. À l'époque, on apprenait le braille avec ce qu'on appelait des espèces de planches avec des clous. Alors, on prenait des clous pour faire les lettres. J'ai commencé vraiment comme ça. Et là, par la suite, ça a été la tablette. Et aux alentours de 4 à 5e année, à ce moment-là, on commençait avec la dactylo-braille. Mes parents m'ont acheté une dactylo-braille, ça valait 150 $ à l'époque, et c'était merveilleux. Là. On achetait ça, on faisait venir ça des États-Unis à l'époque. Là. Oui, mais on s'entend que quand même, là, faire le braille au poinçon, là, c'était du sport aussi. Ah oui, là, c'était... pour ce que les gens comprennent, on écrivait, dans le fond, à l'envers. On partait de la droite. Hein? On parlait de la droite pour aller à gauque. Et faire les lettres à l'envers. Mm-hmm. Puis point par point, là, tu sais, un point à la fois. Point par point. C'est sûr que le dactylo... Il y a des gens encore qui prennent des notes aujourd'hui avec ça. Je sais qu'il y a des gens encore qui ont des petites tablettes, là, une réglette à 6 lignes. Là, oui, puis qui prennent leurs notes. Avec ça. Mm-hmm. Mais c'est ça, on s'entend que quand la dactylo-braille arrivait dans notre vie, c'était quand même tout un changement. Là. Oui, c'était quand même merveilleux. Là. Et toi, qu'est-ce que tu te rappelles comme à l'école, que ce soit primaire, secondaire, c'était quoi tes intérêts? C'était quoi que tu aimais faire à l'école? Puis c'est quoi que tu aimais moins faire aussi en contrepartie? À l'école, en fait, évidemment, j'étais pas l'élève le plus studieux, je te dirais. Moi, ce que j'aimais faire à l'école comme tel, je peux pas dire que j'aimais l'école tant que ça. J'y allais, mais moi, j'ai toujours été un passionné de radio. On en parlait tout à l'heure. Fait que je pense que j'avais déjà un fort intérêt à ce moment-là pour ce média. Mais à l'école, ce que j'aimais, c'était fréquenter les amis, tout ça. Mais j'étais pas l'élève, j'étais pas un nerd de loin de là. Est-ce que tu étais tannant? Est-ce que tu étais celui qui dérangeait? Non. Non plus? Non. Non, mais je veux dire, tu sais, j'avais pas des problèmes académiques comme tels, mais j'étais dans la moyenne, puis
c'était pas mon grand intérêt d'étudier les grandes études et de lire à tous les jours, là, comme il y en a qui font. Puis ça, c'était pas dans mes cordes. J'aimais plus jouer, j'aimais plus me divertir. C'est ça, le côté social était déjà important. Ouais. OK. Un vrai petit gars, bref. Oui, parce que tu disais jouer, tout ça, là, puis tu as mentionné les jeux là, à la récréation, j'imagine, puis tout ça, ça fait que c'était déjà pas mal présent. C'est ça. J'étais dans la normale, je dirais, au niveau de la population normale, là, tu sais. Mais j'étais pas l'élève le plus studentile. Et là, quand tu disais au secondaire, il y avait une intégration progressive, toi, tu voyais ça, comment ça vous était présenté, puis comment tu percevais ça? Ah nous autres, on le percevait bien. Je veux dire, on s'en allait, on part là, d'une école spécialisée, d'une école d'à peu près 68 élèves, et puis on arrive dans une polyvalente, en l'occurrence à la polyvalente Charlebourg, qui avait 3000 étudiants. OK, puis c'était... OK, excuse-moi. L'école adaptée, il y avait 70 élèves. Ah, là, environ, là. Oui, OK, en plus, oui. Et là, après ça, on arrive dans une grande école de 3000 personnes, de 3000 étudiants. Est-ce que c'est le premier choc, ça, le nombre d'étudiants, pour être capable de se véhiculer dans cette grosse école-là? Non, je peux pas dire que c'était un choc. Ça s'est passablement bien passé. Bon, écoute, on arrive dans une polyvalente, il y avait une patinoire, il y avait une piscine, il y avait une cafétéria. Et puis évidemment, il y avait on allait dans différents locaux, parce qu'on n'était pas habitué comme tous les élèves au secondaire. Ok. Je peux pas dire que le choc a été grand. Je pense que ça a été un passage qui a été intéressant. Oui. Je pense que ça a été un plus. Un bon souvenir quand même, pas trop pas traumatisant. Non. Moi, donc ça n'a pas été traumatisant. On nous avait bien préparés. OK. Faut savoir que l'année avant d'aller à la polyvalente, on allait dîner justement à la polyvalente. C'était pas très loin de l'école où on était. Alors, à ce moment-là, ce qu'on faisait avec les élèves de 6e année, c'est on nous amenait dîner à la polyvalente justement pour se familiariser là, à ce milieu-là. OK, c'est que vous aviez déjà comme été, puis familiarisé un peu avec les lieux, puis les autres personnes, le nombre de personnes qui avaient là, puis tout ça. Exactement. Fait que ça nous a, je pense que ça l'a aidé beaucoup, là, le fait d'aller dîner là. On prenait un autobus scolaire qui allait nous porter à la polyvalente et qui nous ramenait à la petite école. OK. Et académiquement parlant, c'était bien aussi? Ça s'est bien passé? Est-ce que toi, tu arrivais à l'école dans certains cours avec ton matériel en braille, tes choses? Oui, c'est ça. À l'époque, on parle à la polyvalente, là, évidemment, on arrivait, il faut se rappeler qu'à l'époque, on a sûrement rencontré d'autres on enregistrait nos cours pour prendre des notes. Mm-hmm. On prenait des notes à la dactylo braille, ce qui était dérangeant pour certains professeurs et bien des élèves. Mais on arrivait quand même à faire notre chemin, là. Et académiquement, ça a quand même été relatif. Moi, j'étais pas le meilleur élève en maths, mettons. Mais c'est sûr que ça dépend du professeur que tu as, là. Mais je veux dire, en général, oui, académiquement, moi, mes matières fortes, évidemment, c'était l'histoire, c'était la géographie. Ça, c'était vraiment mes matières fortes là, à l'école. Ce qui t'intéressait le plus, puis dans lequel tu avais le plus de facilité. Oui, exactement. L'histoire, la géographie. Je me suis toujours intéressé à l'actualité, alors évidemment, ces deux matières-là, ils sont reliés. Uh-huh. Alors, évidemment, là, ça, c'était vraiment mes matières les plus fortes à l'époque. Mais ils vous intégraient dans la polyvalente pour les cours de mathématiques? Non, okay. Non, c'est ça. Il y a des cours. En fait, là, les premiers cours qu'on nous intégrait, c'était les cours de français. OK. En secondaire 3. Alors, ça, évidemment, c'était facilement intégrable. Les cours d'histoire aussi, on nous a intégrés. Je me rappelle pas des autres cours. Là. Évidemment, il y avait certains cours, mais là, il est clair qu'en mathématiques, ça, c'était difficilement intégrable. Ouais, j'aurais trouvé ça un peu
un peu ardu, peut-être, là. Mais c'est ça, il faut savoir, c'est ça, le parcours, c'est quand tu arrives, évidemment, tu n'es pas intégré. Mais à partir de secondaire 3, on nous intégrait dans les cours qui étaient intégrables, si on peut dire. OK, parfait. Et là, forcément, ça va jusqu'au secondaire 5. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu avais l'intention de faire après le secondaire? Ben, moi, j'ai fait, à l'époque, quand je suis arrivé au cégep, c'était pas trop clair ce que je voulais faire. Et là, ça c'est vraiment, j'ai toujours voulu faire de la radio, mais à l'époque, j'ai fait mon cégep, j'ai fait en fait 5 ans de cégep. J'ai d'abord été au cégep Sainte-Foy parce que c'était le cégep désigné à l'époque, un peu comme à Montréal, c'était le cégep du Vieux-Montréal. Oui, effectivement. Et à ce moment-là, mon parcours a été clair. Je me suis en allé en arts et technologies des médias au cégep de Jonquière. Ah, au Saguenay, ben oui. Oui. Alors, ça a été, je peux dire que ça a été mes 3 plus belles années au niveau scolaire. Et je me suis vraiment excuse-moi. épaté. OK. Et ça, donc, donc l'intégration s'est bien faite là aussi. Oui, absolument. Puis j'avais déjà des connaissances. C'est sûr que j'avais une longueur d'avance. J'avais fait la radio communautaire à l'époque, une station une station amérindienne, la CIHW. Alors, j'avais fait de la radio pendant quelques années. On a commencé à faire de la radio. Et puis, je connaissais c'était quoi une console. Je pense que j'avais un peu des prédispositions. J'avais la voix et tout ça. Quand j'étais jeune, je me suis toujours muni d'enregistreuse à l'époque. Et puis, je me faisais des propres émissions de radio dans mon sous-sol. Fait que, j'avais déjà une longueur d'avance sur certaines personnes, sans aucune prétention au niveau de la radio proprement dit. Non, mais c'est ça, mais ça a commencé de bonne heure, cette envie-là, comme tu dis, de faire des émissions. Je veux dire, on avait des magnétophones, c'était comme quasiment un outil de travail assez important, puis qu'on pouvait en plus... Ouais, on avait 2 types parce que moi, évidemment, quand je te parle de magnétophone, pour faire mes émissions, pour faire mes pseudo-émissions, c'était pas on n'utilisait pas les magnétophones de l'école, là. C'était des magnétophones que mes parents m'avaient achetés. Conventionnels, là. Parce que le magnétophone de l'école, c'était les magnétophones à vitesse variable, là. J'imagine que tu... C'est ça, là, ce qu'on appelait les GE modifiés, là. Mm-hmm. Ça, c'était vraiment pour l'école, proprement dit, là. Mm-hmm. Mais, c'est ça. Les émissions de radio, je les faisais. J'ai quand même commencé avec un tape bobine, les petits tapes bobines. Ah oui? Après ça a été, des machines enregistrées, des magnétophones à cassette. Après ça, je me suis muni d'un enregistreur de magnétophone avec un radio intégré. Et puis, j'avais encore mon autre magnétophone, et puis j'avais un fil que je branchais dans une prise d'un quart. À ce moment-là, je faisais des montages. C'est ça, tu pouvais enregistrer d'une machine à l'autre, puis... Ouais. Mm-hmm. Hey, ouais. Puis là, comme quand tu dis la radio communautaire, ça a été ta première expérience. C'est toi qui les a approchés? C'est toi qui... Ouais, on était deux personnes handicapées visuelles qui étaient intéressées à faire ce... On s'est dit à un moment donné, regarde, on va s'essayer. Et puis, on est allé les rencontrer. Et puis, ils nous ont pris. Alors, on était les deux. On faisait une émission le samedi matin. En premier, là, par la suite, mon ami, il a fait une émission de son côté. Et il y en a même un 3e animateur de radio handicapé visuel qui est venu, en l'occurrence Jean-François Crépeau, que vous connaissez peut-être, qui lui aussi s'est mis à faire de la radio à cet endroit-là. Donc, il était très ouvert à vous accueillir. Puis, tu as mentionné tantôt que tu savais c'était quoi une console. Donc, tu manipulais la console. Puis, il y avait... Oui, c'est peut-être ce que j'aimais le mieux faire, manipuler la console. Évidemment, il a fallu l'adapter. Mm-hmm. Il a fallu l'adapter, là, évidemment, avec du Dymo, pour marquer les choses. Pour ce qui est des disques aussi, à l'époque, il faut se rappeler que c'était sur vinyle, là, 45 tours et 33 tours. Mm-hmm. Alors, évidemment, ce qu'on faisait à la radio communautaire, pour vouloir, là, on achetait nos propres disques. Ah, sérieux?
Oui, on arrivait, on amenait vraiment notre boîte. J'arrivais avec ma petite boîte avec à peu près 40-45 tours. Et puis, oui, il fallait que ça me tente, là. Et puis on cueillait les disques par rapport avec les tables tournantes, tout ça. On nous avait laissé une grande marge de manœuvre vraiment pour apprendre à le faire. Mais bon, il y allait des approbations parce que c'était des stations à l'époque, c'était des stations qui opéraient juste en soirée. Fait qu'à ce moment-là, on pouvait aller le jour pour se pratiquer. Ah. Et puis après ça, on pouvait y aller live. Là, fait que non, on nous a quand même donné une bonne marge de manœuvre là, pour faire en sorte qu'on arrive en ondes préparé et que ça ait un produit qui aille là-dessus. Et là, à Jonquière, toi, tu avais pris évidemment le radio. Pardon? À Jonquière, tu avais pris l'option pour la radio? J'avais pris l'option radio, oui. J'avais pris l'option radio. Évidemment, la première année, t'en fais pas beaucoup. C'est plus beaucoup des cours théoriques, actualité. Après ça, apprendre la communication orale. C'est des cours de base. Là. Et là, vraiment, en 2e et 3e année, là, vraiment, tu fais de la radio, proprement dit. Tu fais des émissions, tu fais des montages. Et évidemment, il y a des cours collégiaux qui viennent avec ça. Il faut dire que moi, j'avais une longueur d'avance parce que j'avais fait mon DEC en sciences humaines au Cégep de Sainte-Foy. Donc, mes cours de sciences humaines, mes cours importants académiques. Les cours obligatoires, puis tout ça. Les cours obligatoires, il est à peu près tous faits. Là. OK. Ça a été aussi, ça m'a aidé beaucoup là, parce qu'évidemment, j'ai pu mettre plus de temps à la matière comme telle au niveau de la communication. Entendu là-bas. Ah, effectivement. Et tu disais, est-ce que c'était encore manipuler la console qui t'intéressait rendu là ou Oui. Oui, ça m'intéressait. Évidemment, ça m'intéressait aussi de faire du parler, mais la console m'intéressait. C'est sûr que moi, ce que j'ai toujours préféré faire au niveau de la radio, c'est, j'étais pas le meilleur amateur de musique, j'étais pas un disc jockey. Okay. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire des entrevues, c'était de faire des chroniques d'information, du commentaire. C'était ça qui m'intéressait aussi au niveau de la radio. OK. Et quand ça s'est terminé, la formation, ça t'a mené où? T'es revenu à Québec? Par la suite, évidemment, suite à ça, j'ai fait un stage à CFVM à Amqui. Okay. Par la suite, j'ai été embauché pour un été. Mais là, évidemment, faut dire que je suis arrivé dans un contexte où la station de radio passait d'un réseau à l'autre, c'est-à-dire elle passait de Télémédia à Radio Mutuelle, elle avait été achetée par Power Corporation. Et puis à ce moment-là, il y a eu un transfert qui s'est fait. Moi, quand je suis arrivé l'été, évidemment, je faisais un peu au niveau de quelques émissions. Et j'ai fait aussi la mise en onde du baseball des expos. Ah oui? Pendant un été. Oui, absolument. OK. Et puis, je collaborais aussi au bulletin de nouvelles. Là. Et là, par la suite, évidemment, d'abord, Amqui, c'est loin. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, tu commences à trouver le temps long. Et puis, donc, je suis abouti à l'Université Laval en sciences politiques et en communication. J'ai fait une majeure en communication, une mineure en sciences politiques. OK. Et ça, l'université, ça s'est bien passé aussi? Oui, l'université, ça s'est très bien passé. D'ailleurs, c'est de là que j'ai fait mon premier vrai emploi, si tu veux, comme étudiant. J'ai travaillé à la mise sur pied, si on veut, du local adapté au niveau de la bibliothèque de l'Université Laval. OK. Pour avoir de l'appareillage un peu pour travailler. Oui, c'est ça, l'appareillage. En fait, c'est un peu là, j'ai collaboré notamment à la mise sur pied du service de lecteurs bénévoles. Parce que à l'époque, évidemment, nos livres se faisaient sur cassette. C'était plus parce que pour certaines personnes, c'était mieux que ce soit fait comme ça. Alors, j'ai collaboré, j'ai mis sur pied ce service-là. Et puis aussi, j'ai élaboré des
formation sur Internet. On se rappelle, là, c'était aux alentours des années 94-95, ça commençait. Le début de l'Internet. Oui, c'est ça. Et évidemment, là, on voyait quelque chose de très intéressant pour les personnes aveugles. Alors, on a commencé à faire j'ai commencé à élaborer une formation, évidemment, avec la collaboration des gens spécialisés là-bas. Aussi, j'ai eu une formation assez intéressante de Jean-Marie Lamour, que tout le monde connaît. Oui. Qui m'a montré les premiers rudiments sur Internet par rapport à Jazz, entre autres. Alors, avec ce bagage-là, j'ai été capable de donner des formations de base sur Internet aux étudiants aveugles, évidemment, qui arrivaient à l'université. Et c'était comme un peu l'avenir, tout ça, là, de... Ah oui, évidemment, là, on se rappelle, c'était vraiment les premiers balbutiements. Je veux dire, quand on a commencé, c'était vraiment l'Internet, c'était le Gopher, c'était uniquement à peu près des données. OK. Évidemment, ça a évolué rapidement. Après ça, évidemment, on a commencé à pouvoir écouter de la radio par Internet. Moi, je me rappelle, il y a des étudiants qui allaient des samedis après-midi au local adapté pour écouter de la radio. OK. Et puis, c'est ça. On leur a permis d'avoir accès à ça. Et ça, je suis très content de ça, là. Et toi, l'Internet, là, malgré que c'était les balbutiements, c'est quelque chose qui t'a vite intéressé ou on t'a un peu comme dirigé vers ça ou lancé? Oh non, ça m'a intéressé assez rapidement. Je voyais les possibilités que ça donnait. Les possibilités que ça pouvait nous apporter Internet. Et puis, non, j'ai sauté dedans pieds joints, je te le dirais. J'y voyais, évidemment, pour une personne qui a une déficience visuelle, évidemment, c'est la facilité d'accès à l'information. Je veux dire, comme quintuplé. Ce qu'il faut savoir, c'est, écoute, je suis sûrement pas le premier à te le dire, je veux dire, l'informatique a quand même été un grand pas pour nous, là. Ça a tellement facilité l'accès à l'information, l'accès aux livres, l'accès à tout ce qu'il y a d'informations, tout ce qu'il y a de données, tout ça. L'accès à l'écriture aussi, hein, parce qu'on parlait du dactylo-braille tantôt, là. On était rendu loin. Oui, ça nous a vraiment facilité la vie. Alors, c'est sûr que l'Internet, c'est un plus. Et puis, personnellement, j'y voyais un intérêt. Je veux dire, je m'attendais à apprendre beaucoup de choses, à découvrir beaucoup de choses. Quand tu aimes l'information, évidemment, l'Internet, tu peux aller écouter des bulletins de nouvelles de par le monde. Tu peux écouter de la radio de par le monde. Fait qu'évidemment, absolument, l'Internet, là, moi, je suis sauté dedans à pieds joints. Là. C'est ça, c'est vraiment plusieurs portes ouvertes là sur le monde, puis sur les intérêts qu'on peut avoir et qui sont beaucoup plus accessibles. Oui, tout à fait. Fait que ça, à l'université, là, ça a été... puis évidemment, parallèlement à ça aussi, j'ai développé un centre de transcription braille. OK. Alors, et du braille d'appoint, on s'entend, là. Parce qu'évidemment, le gros de la transcription braille se faisait, à l'époque à Québec, c'était chez Gimico, chez Converto Braille à Hall. Mais évidemment, pour les petites transcriptions, les choses rapides, à ce moment-là, on avait développé quelque chose là, pour faire en sorte que les gens le l'aient plus rapidement. Là. Et quand tu parles de choses rapides, là, ça touchait quoi? Ça touchait quel genre de clientèle? C'était toute la clientèle qui a une déficience visuelle. Par exemple, si l'université voulait émettre un communiqué quelconque, à ce moment-là, il passait par notre service. Là. OK. Et nous, on le transcrivait. Là. Et c'est toi qui as fondé ça, ce bureau-là? Oui, oui, c'est ça. C'est pas mon nom, c'est dit, l'université s'était munie d'une imprimante braille. OK. OK, à ce moment-là, c'est une verse en pointe. Et ils nous avaient même équipé d'un local isolé avec une porte, avec des cuirettes. Là. Fait que, ça, c'était situé à la bibliothèque. Et là, on s'est dit, avec le coordonnateur, qu'il serait peut-être intéressant que pour des missives, des communiqués que l'université émet, que le bureau d'accueil, parce qu'évidemment, il y avait un bureau d'accueil comme dans toutes les universités. Mais à ce moment-là, pour que ça aille plus rapidement, à ce moment-là,
on a mis sur pied un petit service de transcription braille. Là. C'est que t'as vraiment participé à la fondation de différents services là, au niveau des études. Oui, c'est ça. Des choses, on a mis sur pied certaines choses. En fait, le local adapté, on a comme je te dis, les formations sur Internet, le service de lecteur bénévole et le petit service de transcription braille. Parce que toi, quand tu as commencé, ça veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de choses. Là. C'est-à-dire que les équipements étaient là. OK. Ça, évidemment, c'est-à-dire, dans mon cas, je suis arrivé, il y avait un local qui était sur place. Et là, on s'est dit à un moment donné, ce serait peut-être intéressant de développer ça. Parce que d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, à l'époque, la magnétothèque ne faisait plus de livres éducationnels. Alors, c'était rendu seulement du ludique. Okay. Alors, c'est un peu pour ça aussi qu'on a développé un service de lecteur bénévole parce que si je me rappelle bien à l'époque, la magnétothèque ne faisait uniquement que du ludique. C'est qu'il y avait comme plus vraiment d'endroit pour les livres académiques. Oui, c'est ça. En tout cas, c'était plus difficile. Mm-hmm. Et le ministère de l'Éducation, à ce moment-là, développait un budget justement pour faire en sorte pour qu'on puisse développer ce service-là. D'ailleurs, ça se faisait aussi dans les autres universités. OK. Si je ne me trompe pas. Et là, après, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Parce que, bon, ça t'a pris quand même beaucoup de temps, tu t'es moi, je faisais mes études à travers ça, uh-huh. en communication. Alors, évidemment, moi, je mixais, là, j'allais... Il faut dire aussi que le local adapté faisait en sorte que ça me permettait d'étudier. Moi, étudier à la maison, j'ai toujours trouvé ça difficile. OK. Fait que je me dis, quand j'allais au local adapté, si j'étudiais pas, ben là, j'étais un petit peu niaiseux, là, je veux dire, j'étais rendu là. Fait que ça me motivait un peu, tu sais, fait que tout ça s'est fait de fil en aiguille, là. C'est de là aussi que j'ai développé cet emploi-là, en étudiant au local adapté. Mais c'est ça, fait que j'ai fait mes études, et là, en 99, un jour, je reçois un appel du centre de réadaptation. On me dit qu'il y a un emploi qui est à ce moment-là, c'était de coordonnateur au niveau du regroupement des personnes handicapées visuelles à Québec. Alors, j'ai appliqué dessus. Et de fil en aiguille, j'ai eu le poste là en août 99. OK. Mm. Et t'es là depuis tout ce temps-là? Oui, c'est ça. Je prends ma 22e année. Ah, quand même, hein? C'est... Ouais. Et là, parce que c'est principalement défense des droits? En fait, à l'époque, quand je suis arrivé, c'était défense des droits. Mais il y a eu, en 2003, au niveau des organismes communautaires, ils ont développé ce qu'on appelle un guichet unique. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait plusieurs programmes de subvention. Qu'on parle le SACA, qui est maintenant le SACé. Il y avait un programme de soutien à l'éducation populaire du ministère de l'Éducation, et il y avait le PSOC, le programme de soutien aux organismes communautaires. C'était 3 programmes différents. Alors, à un moment donné, le gouvernement a décidé de faire en sorte d'avoir un port d'attache unique. OK. Et nous, par rapport à ça, quand je suis arrivé en 99-2000, au niveau du regroupement, on a fait comme on a fait une étude de besoin qu'on a fait en collaboration avec justement l'Université Laval et des étudiants du cours enquête par sondage. Et là, à ce moment-là, ça nous a permis de voir que les gens souhaitaient quelques services. Et de là qu'on a parallèlement après cette étude-là, entre autres, c'est là qu'on a développé notre service de support et d'accompagnement, qui est sur différents volets. Et là, en 2003, quand le conseil d'administration, moi j'ai recommandé au conseil d'administration que notre port d'attache soit le M3S. Mais là, à ce moment-là, oui, on est encore en défense de droit, mais notre majeur, c'est le service. OK, offrir des services. Mais on parle encore mais tout ça s'interrelie, là. À un moment donné, on se dit, quand on fait, par exemple, quand on renseigne quelqu'un, quand on soutient quelqu'un, oui, c'est de la défense de droit, mais en même temps, c'est un service qu'on donne. Alors, ça s'interrelie, tout ça. OK. Et,
Parce que je regardais un petit peu sur votre site internet là, les services qui sont offerts puis tout ça. C'est ça, ce service de support et d'accompagnement, on l'a dit. C'est bon, défense des droits individuels. J'imagine que les gens peuvent vous appeler pour certaines problématiques qui vivent à Québec, j'imagine. C'est ça. Mm-hmm. Ben, en fait, c'est dans le service, c'est ça, quand je parle de défense de droits individuels, c'est de la défense de droits, mais c'est en même temps un service. C'est concrètement parlant, on a, quelqu'un a un problème avec une instance quelconque, ben là, à ce moment-là, on le soutient, surtout si ça a le rapport avec sa déficience visuelle. Alors, évidemment, on le soutient. Des fois, même, on peut sensibiliser l'organisme à comment se comporte une personne handicapée visuelle, comment il faut agir avec, pourquoi, bon, puis s'il n'y a pas accès, ben, peut-être essayer de faire en sorte qu'il y ait accès à l'instance. Alors, ça, c'est beaucoup le rôle là, du responsable des plaintes individuelles. Et puis, évidemment, ben, je te dirais, au début des années 2000, on a développé des services parce qu'entre autres, on a eu un colloque sur la condition féminine des femmes handicapées visuelles. Et ça nous a amené à développer, entre autres, une cuisine collective qu'on a encore aujourd'hui. Oui. Ouais. Et ça, c'était une des recommandations du rapport. Les personnes voulaient avoir une cuisine collective dédiée aux personnes handicapées visuelles. Alors, ça, on l'a démarré en 2004. Et c'est toujours là. C'est les gens qui veulent... C'est toujours là, oui, effectivement. OK. Alors, évidemment, puis évidemment, de notre service de support et d'accompagnement, ben, est né ce qu'on appelle des cafés rencontres. Alors, ça, c'est dans le fond de l'aide et de l'entraide. Alors, ça c'est parti ça, à partir de 2001, si je me trompe pas. En collaboration avec le Centre de réadaptation Québec, avec l'IRDPQ à l'époque. Et c'est des activités qui sont toujours en place. Café rencontre, cuisine collective, service de support sur les différents volets, c'est toujours là. Et toi, René, dans toutes ces années, est-ce que ton mandat s'est un peu a changé un peu ou si c'est demeuré pas mal toujours semblable? Je suis directeur général depuis, je te dirais, depuis août 99. Je suis directeur général. OK, d'accord. Mais évidemment, directeur général d'un organisme communautaire, ça ne fait pas juste l'administration. C'est ça. Évidemment, il y a des dossiers qui me sont conférés. Entre autres, tout le dossier des placements sécuritaires, ça veut dire dossier des signaux sonores, transport adapté, déplacement au niveau de dans la ville et tout ça, là. C'est comme, par exemple, dernièrement, on a travaillé le dossier des dalles podotactiles avec le RAC. Tout le dossier de déplacement, là, c'est ma responsabilité. Et c'est sûr que c'est des dossiers qui reviennent pas mal dans toutes les villes, puis Québec étant quand même, vous avez quand même un assez grand territoire, donc forcément, c'est des choses qui sont souvent évoquées là, chez vous. Oh oui, c'est des dossiers récurrents. Les problèmes, les sillons sonores, moi, c'est depuis que je suis là qu'on en parle, puis on en parle encore. On en parle encore pour une couple d'années, je pense. C'est ça, on n'a pas fini. Non. Transport adapté, c'est la même chose. Je veux dire, c'est des dossiers qui évoluent pas toujours dans le bon sens. Et puis, il faut toujours être vigilant. Puis, on a l'impression souvent que c'est toujours à recommencer. C'est ça, j'allais dire. Faut être vigilant, puis faut être patient parce que ça avance pas toujours à la vitesse qu'on veut. Puis, comme tu dis, des fois, on a l'impression que ça recule plus que ça avance. Puis, il faut quand même poursuivre. Faut quand même. C'est parce qu'en fait, les choses évoluent, les technologies évoluent. Les gouvernements, que ce soit municipal, provincial, ce qui nous touche le plus, là, ça change. Alors, évidemment, puis, faut que tu recommences à chaque fois. Faut que tu recommences, faut que tu expliques pourquoi tu as besoin de signaux sonores, à quoi ça sert un signal sonore, l'importance du transport adapté. Moi, je me rappelle, juste une anecdote,
lorsqu'à un moment donné, en 2008, à Québec, on sait, c'est l'administration Labaume qui est rentrée en place. Et nous, à Québec, on a une table d'accessibilité universelle qui s'occupe entre autres d'accessibilité au niveau des déplacements et tout ça. Et puis, la personne qui était responsable de ce dossier-là au niveau d'équipe Labaume, c'est une politicienne, c'est-à-dire, lorsqu'on a abordé le transport adapté au niveau de la table, elle a pensé que c'était une entreprise de charité. Elle pensait que c'était des bénévoles qui faisaient du transport adapté. Ah oui, OK. Ça qu'elle partait de loin, là. Oui, on partait de loin, là. OK? Alors, heureusement, ça n'a pas toujours été comme ça. Mais c'est juste pour te dire que, tu sais, les gouvernements municipaux, provinciaux, ça change. Et c'est tout le temps à commencer. C'est une rééducation à faire. Et ça peut partir de loin, là. Ça peut partir... Oui, ça peut partir de loin, effectivement. Fait que c'est sûr. Puis évidemment, à chaque fois, faut recommencer. Il y a des efforts qui se sont faits. Il faut quand même le reconnaître. Mais c'est loin d'être la coupe aux lèvres. Je veux dire, si on parle, par exemple, des signaux sonores, et d'ailleurs, c'est un vœu du RAC qui a été émis en 2015. Nous, on souhaite qu'éventuellement, que toute intersection munie d'un feu de piéton, par défaut, soit munie d'un signal sonore. Mm-hmm. Je veux dire, l'analogie que je fais, c'est à partir du moment, si on prend, par exemple, les appareils, les téléphones cellulaires, que ce soit Android ou iPhone. Apple, ouais, Apple. Ils ont des synthèses vocales dedans. Je veux dire, il y a VoiceOver, il y a Talkback. Je veux dire, à la fabrication de ces appareils-là, je veux dire, il y a déjà l'adaptation dedans. Alors, pourquoi qu'on ne fait pas pour les feux de piéton? Mm-hmm. Puis tant qu'à moi, pour bien d'autres affaires qui s'en viennent, par la force des choses, des fois un peu inaccessibles, là, parce qu'on voit pas, parce que c'est rendu des écrans tactiles. Au niveau de la technologie, juste par exemple, au niveau pour s'acheter un poêle. Ben oui. C'est pas mal plus compliqué aujourd'hui, là. Les poêles là, qui ont des ronds, là, en serpentin, là, il y en a de moins en moins. C'est ça, là, c'est rendu les vitraux céramiques, puis les... Oui, c'est ça, tu sais, je veux dire, écoute, on vient d'acheter un lave-vaisselle, nous autres, on a acheté un lave-vaisselle beaucoup plus cher, parce qu'il y avait des boutons, des vrais boutons. C'est ça, puis faut aller le magasiner sur place aussi, hein, si on le commande non, pour que ça, de magasiner ça par Internet, là, oublie ça. Je me suis un petit peu fait prendre avec ma dernière laveuse, moi. J'ai eu la laveuse, je pense, la plus compliquée qui existe, puis et je m'en mords un peu les doigts. C'est ça. Alors, c'est bien entendu que puis la technologie évolue, puis des fois, tantôt, on disait en début d'entrevue que la technologie nous a aidés, mais des fois aussi elle nous nuit. Et tout ce qui est écran tactile et tout ça, là, pour nous, c'est vraiment la merde, là. C'est vraiment difficile. Puis là, par exemple, au niveau juste des caisses enregistreuses automatisées dans les différents magasins, c'est pas évident, ça, pour nous non plus, là. Et là, on parle de dossiers qui sont très aussi qui couvrent toute la province. Votre regroupement fait partie, bien sûr, du RAC. Ouais. Et puis, toi, t'es encore sur le conseil d'administration du RAC, si je ne m'abuse. Oui, moi, je suis sur le conseil d'administration. Il y a eu une interruption en 2002, mais on peut dire que je suis là depuis 2001, là. Quand même, ça fait quasiment depuis aussi longtemps que t'es DG. Oui, c'est à peu près ça. Effectivement, ce qui me permet d'avoir une bonne connaissance du RAC, une bonne connaissance des dossiers. Puis je me dis, je trouve ça intéressant de s'impliquer dans un organisme provincial comme ça parce que tu peux amener, évidemment, t'amènes les problématiques au niveau de ta région. Mais tu peux amener aussi ton expertise sur certains aspects. Et puis, je pense que ça a toujours été constructif pour moi d'être au RAC. C'est pour ça que j'y suis encore d'ailleurs. En tout cas, que mon conseil d'administration me permet d'y être. Et qu'est-ce qui t'avait amené là? Est-ce que c'est... Au RAC? Oui. C'est par la force des choses. C'est qu'à un moment donné, évidemment, là,
quand je suis arrivé, évidemment, il faut savoir que c'est un peu grâce au RAC si je suis là, parce que le RAC, à l'époque, avait ce qu'on appelle un coordonnateur au développement régional. Et c'est de là que le poste de DG a été mis en place. Et mon successeur, dans le fond, était là 2 jours semaine. C'était le coordonnateur au développement régional. Et c'est de là que j'ai fait mes connaissances avec le RAC. Et c'est un peu le RAC qui est venu me chercher d'une certaine façon, là. Et depuis ce temps-là, je m'implique. Et le RAC a changé plus souvent de déchets que ton regroupement. En tout cas, ça, on peut quand même dire ça. Oui. Ouais, c'est sûr qu'être DG du RAC, hein, c'est un gros travail. C'est sûr qu'aussi, des fois, être DG pour certaines personnes, c'est un tremplin. Il y en a que ça les a amenés à d'autres emplois. Et puis, moi, en tout cas, j'aime bien la stabilité. C'est ça, hein? Oui, moi, personnellement, c'est pas la question que je veux pas rester à Montréal ou quoi que ce soit. J'aime bien la stabilité. Je veux dire, ma famille est à Québec. Ma conjointe a un emploi dans le réseau de santé et services sociaux. J'ai une famille, j'ai un enfant. Fait que, je veux dire, j'aime la stabilité. Fait que ça me tente pas de déménager de Québec, là. Et mis à part, quand tu es allé aux études, tu as toujours été à Québec. Tu t'es jamais trop éloigné. Oh, j'ai toujours été à Québec. J'ai fait 3 ans aux Saguenay, là, mais j'ai toujours été à Québec. Et la pandémie, pour toi, qu'est-ce que ça... toi et ton regroupement, là, on s'entend. Est-ce que ça a été très compliqué à gérer? Est-ce que vous avez été capable de... La pandémie, je dirais que au niveau... moi, je fais la distinction au niveau personnel et au niveau du regroupement, là, des usagers du regroupement. Okay. Évidemment, c'est bien entendu que pour les usagers, pour beaucoup de personnes, la pandémie, ça a été difficile. Je pense particulièrement aux personnes là, qui sont un petit peu plus âgées, aux personnes qui ont été isolées. Je veux dire, il y en a qui ont décompensé. Ça, ça a été vraiment le cas. Il y en a qui l'ont pris vraiment difficile, le fait de ne pas être capable de sortir, de ne pas être capable d'aller magasiner, de ne pas être capable d'aller dans les restaurants et tout ça. Je veux dire, c'est comme bien du monde, OK? Mais moi, personnellement, je peux pas dire que la pandémie m'a affecté tant que ça. Moi, j'y ai même vu des bons côtés. C'est sûr que nous, on a développé le télétravail à la vitesse grand V. Alors, j'étais quelqu'un, moi, qui a appris ma barre, qui disait, moi, le télétravail, regarde, c'est pas fait pour moi, mais je me suis rendu compte assez vite qu'au contraire, que j'aimais vraiment ça. Tu as pris les bons, t'as pris les bons côtés de ça, puis... Oui, c'est ça, tu sais, comme par exemple, tu sais, apprendre à servir à des services comme Uber Eats, par exemple, Amazon. Mm-hmm. Bon. Ça, personnellement, personnellement, j'ai aimé ça. Mais c'est bien entendu que, tu sais, dans le fond, ma plus grosse préoccupation personnellement, là, c'est le fait qu'on puisse plus voyager. Oui. Qu'on n'a pas pu voyager durant la pandémie parce que chez nous, on aime bien les voyages. Mais là, on a mis ça sous arrêt là, pendant les deux dernières années. Bon, on n'a pas eu bien le choix, là. De toute façon. Non, pas eu bien le choix. Mm-hmm. Fait que je ne peux pas dire que personnellement, la pandémie m'a affecté. Ça l'a affecté peut-être ma famille d'une certaine façon. Moi, mon enfant, il est en sport-études en football. Fait que le football, au cours des 2 dernières années, t'oublies ça, là. Que là, on a recommencé à l'automne, mais c'est sûr que la dernière année a été difficile à ce niveau-là, là. Et tu dis utiliser Uber Eats puis Google, Amazon puis tout ça, c'est parce que sinon t'aurais pas été porté à utiliser ces services-là Non, parce qu'à un moment donné on s'est dit, moi on est encore là, moi j'aime bien ça, j'aimais bien ça les déjeuners au restaurant avant d'aller travailler. OK. Bon, alors les restaurants ferment. Mm-hmm. Alors, à un moment donné, il y avait Uber Eats, d'ailleurs, qui est très accessible. Oui, je le confirme. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Alors, à ce moment-là, je me suis dit, je l'ai essayé, puis, regarde, je l'ai adopté.
Tu sais, je veux dire, de pouvoir, des fois, tu n'as pas tout le temps le goût d'aller au restaurant. De toute façon, on ne pouvait pas y aller avant les derniers mois. Tu te fais venir du restaurant, tu sais, puis tu peux pas juste te faire venir de la pizza, là. Tu peux te faire venir différents mets, là. C'est ça permettait de voir un peu d'autres restaurants qui ont peut-être offert justement le service de livraison par Uber Eats pour justement être capable Oui, puis non seulement ça, Uber Eats, je dis Uber Eats, puis ça peut être DoorDash ou Skip ou peu importe. Skip Delicious, là, mais je veux dire, tu sais, en tout cas, Uber est quand même probablement très, très, très accessible. Ça te permet même de découvrir les menus. Tu peux regarder ça, puis après ça, tu peux t'en aller au restaurant, puis tu connais un peu le menu. C'est ça, on peut aller le parcourir, le menu, même si ça nous prend une demi-heure à le parcourir. Il n'y a pas de problème, là. Mais c'est ça. Moi, personnellement, la pandémie, je peux pas dire que ça m'a affecté tant que ça, mais c'est bien évident que de façon générale, au niveau du regroupement, il y a des gens, oui, vraiment que ça l'a affecté. Il y a eu beaucoup il y a beaucoup de gens qui ont décompensé, là. Ça, c'est très clair. Oui, puis c'est sûr que c'est malheureux, puis en tout cas, on souhaite le plus possible que les gens aient pu quand même aussi se servir en tout cas pour ceux pour qui c'était possible, de la technologie pour garder des contacts. En tout cas, il y avait toujours le téléphone, là. Oui, mais c'est ça, parce que c'est évidemment la pandémie, et c'est là qu'on s'en est rendu compte aussi, les gens qui sont éloignés au niveau technologique, ce qu'on appelle la fracture numérique, eux autres, ça a été passablement difficile et en déficience visuelle particulièrement. Oui. C'était pas technologique, là, durant la pandémie, là, t'es passablement éloigné, là. Oui, effectivement. Et c'est quand même dommage, mais bon, on souhaite qu'on... J'allais dire, on souhaite qu'on s'en aille vers la fin là, de ça. Je pense que oui. Parce que on parle de la technologie, mais et ça au niveau du regroupement et même au niveau du rang, je veux dire, c'est bon de développer des services, tu sais, d'avoir accès à la technologie. Mais c'est important aussi de ne pas oublier les gens qui sont loin de la technologie. Oui. Tu sais, je prends l'exemple, par exemple, lorsqu'on a mis en place le passeport vaccinal. Bon, évidemment, on a travaillé avec le ministère de Santé et Services sociaux au niveau de l'application Vaxicode, mais aussi on s'est préoccupé de faire en sorte que les gens qui n'ont pas de téléphone intelligent, ont pu avoir leur passeport vaccinal papier et l'avoir de façon plastifiée. Hein? Oui, dans un délai... Alors, plus ou moins raisonnable, là. Oui. Mais tu sais, c'est important de ne pas oublier les gens qui sont éloignés au niveau technologique. Tu sais, comme par exemple, à Québec, évidemment, au niveau des autobus, du transport en commun, tu peux connaître tes horaires. Il y a des applications qui font en sorte que tu peux aller voir tes horaires, tout ça. Mais on a toujours dit au réseau de transport de la capitale, gardez votre système téléphonique parce qu'il y a des gens qui sont pas capables, qui n'ont pas accès à cette technologie-là. C'est ça. Alors, le bon vieux téléphone, ça existe encore, là. Oui, et puis ça peut être pratique. Oui. Alors, c'est important faut pas les oublier, ces gens-là. Effectivement. Hey, René, on s'en va vers la fin tranquillement, pas vite, de l'entrevue, puis j'ai peut-être comme 2-3 petites questions encore à te poser, peut-être un peu plus au niveau du loisir. Je sens que tu es un monsieur très occupé, mais que, tu as parlé voyage, tu as fait beaucoup de voyages? Tu voyagé? Oui, on a fait. Oui, en fait, c'est ça. Grosso modo, on est allé en Espagne, on est allé en Scandinavie en 2017. J'ai fait 4 croisières. Wow! OK. Ouais. En 2013, première expérience chez ma blonde puis mon Flo sont allés en Espagne pendant 3 mois. Moi, je suis allé les rejoindre seul en juin. J'ai pris l'avion à partir de Montréal, aller jusqu'en Espagne, tout seul. Alors ça, c'était mon premier voyage vraiment en avion de façon solitaire. Là. Et ça s'est très bien passé. Oui, c'était quelque chose qui t'énervait pas trop? Un petit peu, mais je veux dire, honnêtement, j'ai vraiment eu du bon service. Je suis arrivé à l'aéroport, on m'a pris en charge, on m'a amené dans l'avion. Quand je suis débarqué de l'avion,
Bon, évidemment, là, quand tu arrives dans le fil, on m'a fait passer en avant de tout le monde au niveau des bagages pour aller au carrousel, pour aller chercher mes bagages. On m'a amené à l'endroit là où j'ai pu revoir ma femme et mon enfant. Ça s'est vraiment bien passé. Là. OK, on t'a assisté jusqu'à ce que tu arrives avec tes proches, là. Oui, c'est ça, exactement. OK. Puis quand tu étais dans les autres pays, comme en Espagne, exemple, est-ce que tu y trouvais ton compte dans... Est-ce qu'il y avait des adaptations? Est-ce qu'il y avait... Ouais, ben j'ai pas particulièrement porté attention. Je te dirais, il y a juste une chose, par exemple, je me suis rendu compte que, effectivement, il y a des endroits qui en a des signaux sonores. C'est pas la même façon de les aborder, là. Mais puis, quand je suis allé à Chicago en 2014, évidemment, c'est là que j'ai vraiment vu j'ai vu qu'il y avait beaucoup de dalles, pas d'eau tactile aux États-Unis. Alors, ça, j'ai découvert ça. Mais c'est sûr que quand je suis en voyage personnel, je porte un petit... C'est sûr que j'ai des choses que, oui, je peux porter attention, mais j'y porte attention beaucoup, moi. Tu sais, je me fais guider. Évidemment, quand tu es en voyage, il y a des choses de toute façon que c'est plus difficile de voyager seul. Tu sais, par exemple, sur un bateau de croisière, oublie ça, là, pour une personne handicapée visuelle, il y a tellement de dédales, c'est tellement labyrinthique un bateau de croisière. Je veux dire, tu peux pas... aller là seul, là, c'est quelqu'un qui le fait, c'est tout un exploit. Là. Mais toi, tu l'as fait accompagné, puis t'as aimé quand même? Ça a été une belle expérience, oui. Le bateau? Mm-hmm. Oh, oui, la formule croisière, c'est pour le voyage, et je te dirais, pour une personne handicapée visuelle et pour tes proches, c'est encore la meilleure façon, parce que la croisière, évidemment, la nuit, tu navigues, et là, évidemment, tu as ta cabine, l'équivalent de ta chambre d'hôtel, et là, tu arrives le jour dans un endroit, tu fais une excursion, tu n'as pas à te préoccuper des bagages, et là, tu arrives le soir, tu repars et tu t'en vas dans une autre ville le lendemain matin. Et tes bagages sont toujours au même endroit. Puis là, évidemment, tu as de nombreux restaurants et tout ça. Là, c'est très, très agréable. Moi, en tout cas, un jour, je vais l'essayer, c'est sûr. Là, ça me tente. Là, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Ouais, OK, cool. Et qu'est-ce que tu fais d'autre comme temps libre, toi, René? C'est quoi? Est-ce que je te dirais que passablement, je lis. Je fais de la lecture au niveau des livres parlés. Puis aussi, j'écoute des séries, que ce soit sur YouTube, Netflix, Crave et tout ça. Fait que je suis un grand consommateur de ça. Et comme pas beaucoup de monde, pour moi, Facebook, j'y vais à peu près pas. Ouais, t'as un compte, mais tu m'as dit, écris-moi pas trop là-dessus. Non. J'essaie de le fermer, là. Pour moi, ça m'attire vraiment pas. Je sais pas pourquoi. J'ai pas beaucoup d'intérêt à Facebook, malheureusement. Ma mère a heureusement pour moi. Ma mère a pas de problème de vision. Elle a un Facebook, puis elle s'en sert pratiquement pas. Ça l'intéresse pas. Ça fait que c'est ça. René, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais nous dire? Est-ce qu'on a fait un bon tour d'horizon? Oui, on a fait un bon tour d'horizon. On a fait pas mal le tour. Tu m'as fait recenser certains souvenirs. Puis j'ai trouvé ça très agréable de faire cette entrevue-là. J'ai trouvé ça très agréable aussi. Puis j'ai appris plein de choses. Puis j'ai surtout appris que c'est le fun des gens comme toi qui se sont donné la peine d'implanter des choses, de développer des services dans au niveau des études, entre autres, puis là maintenant au niveau de la défense, au niveau des services offerts aux personnes handicapées visuelles. On a besoin, je pense, même si c'est pas toujours facile, même si des fois ça peut être long. Mais on a besoin et ça a été vraiment très agréable de mon côté aussi de faire cette entrevue-là avec toi. Ça m'a fait plaisir, Martin. Un gros merci. Merci. C'était Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Collaborateur bénévole. Présentatrice, Katia Darèche.
Recherchiste, Pierre Saint-Onge. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Pour toute question, commentaire ou si vous désirez écouter ou réécouter nos entrevues, visitez notre site web au www.martinchouinard.com. En terminant, il est important de prendre note que les opinions émises par les invités entendus dans ce balado leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À bientôt!